Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, on se rejoint pour parler de l'apologie de Socrate. L'apologie de Socrate, c'est une partie de l'œuvre de Platon, où Platon nous raconte la mise en cause de Socrate par Mélétos devant un tribunal athénien et la mise à mort, la condamnation à mort plus précisément, de Socrate. Alors, racontez pourquoi est-ce que Socrate a été mis en cause, comment est-ce que Socrate s'est défendu devant les Athéniens, comment est-ce que Socrate a expliqué qu'un philosophe comme lui et qu'un citoyen honnête comme lui arrive à être mis en cause devant Athènes au complet. C'est ce que je me propose de vous raconter dans cette vidéo. Et ce que je trouve intéressant en fait dans l'apologie de Socrate, c'est justement la manière dont Socrate se comporte face à ses accusateurs, face à Athènes qui l'accuse de choses qu'il prétend ne pas avoir faites, et la manière dont justement Socrate se comporte face à une éventuelle condamnation à mort. Je trouve que il y a des choses intéressantes dont on peut garder aujourd'hui les instructions et dont on peut garder aujourd'hui les enseignements et qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. Je vous raconte tout ça, on est parti. Alors déjà, je vais commencer par vous raconter l'histoire rapidement. Donc en fait, Socrate est mis en cause par Mélétos et par d'autres accusateurs, mais Mélétos est l'accusateur principal. Et en fait, ils accusent Socrate d'être un athée et de corrompre la jeunesse. Et donc, c'est pour cela que aujourd'hui, dans le livre, dans l'apologie de Socrate, Socrate doit se présenter devant le tribunal athénien où siège une trentaine de juges et toute la cité athénienne est là pour regarder ce procès et pour regarder quelles sont les explications de Socrate et pour voir s'il va être condamné ou pas. Lors de ce jugement, si jamais Socrate est condamné, il risque la mort. Donc l'enjeu est véritablement important et donc ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est la manière, je l'ai dit, dont Socrate va se défendre. Alors au tout début du livre, Socrate commence par nous dire que, et par dire à tous les Athéniens, puisqu'il s'adresse à tous, il parle publiquement, et il dit qu'en fait, c'est pas tant les accusateurs qui lui font face aujourd'hui à qui il doit répondre, parce que, nous dit-il, il y a deux sortes d'accusateurs, c'est-à-dire qu'il y a les accusateurs qui l'accusent là devant le tribunal, mais il y a aussi tous les accusateurs qui l'accusent depuis des années en silence, dans le silence de leur intimité, dans le silence de leur foyer, et qui accuse Socrate parce qu'il est un philosophe et parce qu'il interroge en fait toutes les certitudes des plus grands hommes, des hommes les plus puissants d'Athènes. Et il nous dit qu'il est déjà condamné par ces gens depuis bien longtemps parce qu'il a mis en cause et il a montré à des gens qui ne savaient pas grand-chose, qu'il ne savait pas grand-chose et que ça lui a valu beaucoup d'ennemis. Il nous explique qu'un jour, un dieu, Socrate croit en des dieux, et il nous explique un jour que un dieu lui a dit que le plus philosophe de la cité d'Athènes, c'était Socrate. Et Socrate, lui, n'y croyait pas. Il disait, mais c'est pas possible, moi, je ne sais rien, en fait. Et donc, je ne peux pas être le plus philosophe, puisque je ne sais rien. Et donc, il est parti voir des gens qui, eux, prétendaient savoir, des gens puissants d'Athènes, ou des gens de la Grèce qui passaient par Athènes, et il est parti voir chacune de ces personnes. Et donc, il est allé voir d'abord celui qui était proche de lui, qui était puissant, et qui prétendait savoir beaucoup de choses. Et donc Socrate a commencé à l'interroger, il a commencé à vouloir vérifier en fait son savoir. Parce qu'en fait Socrate, nous dit-il, voulait vérifier que, le dieu qui disait que Socrate était le plus philosophe, il voulait vérifier qu'il avait raison. Selon Socrate, un dieu ne pouvait pas se tromper, mais en même temps, il avait du mal à y croire. Comment pouvait-il, lui, Socrate, être le plus philosophe alors qu'il savait absolument rien et qu'il savait ne rien savoir? Et donc, il est parti interroger, je le disais, un homme puissant. Et donc, cet homme puissant, pensait savoir tout un tas de choses. Et puis, au final, il y a eu un échange avec Socrate, ce qu'on appelle la fameuse maïotique socratique. C'est-à-dire que Socrate va interroger, en fait, le savoir de cette personne puissante. Et au final, Socrate va tellement bien l'interroger, tellement interroger chacune de ses certitudes à l'aide de la logique, qu'il va montrer à cette personne puissante qu'en réalité, cette personne ne sait rien. Et donc Socrate se dit, c'est pas possible, j'ai dû me tromper, peut-être que cette personne n'est pas assez savante, donc il va en voir une encore plus savante, et donc encore plus puissante. Et donc il va voir cette fameuse personne, qui est encore plus savante et encore plus puissante, et donc il va interroger ce fameux savoir. Et finalement, il va se rendre compte que cette personne qui prétendait savoir tellement de choses, ne sait en réalité pas grand-chose. Et ainsi de suite. Et il va faire ça en fait pendant des années dans Athènes et il va se faire, nous dit-il, beaucoup d'ennemis de cette manière en allant interroger les certitudes de ceux qui ne savaient pas. Sauf que, les gens d'Athènes
on pensait que Socrate faisait ça exprès pour être désagréable à ces gens ou pour braver les puissants, alors que Socrate, lui, essayait juste de se prouver qu'il n'était pas celui que le dieu croyait et qu'il n'était pas ce fameux philosophe qui était le plus philosophe de tout Athènes. Et au final, ce qu'a fini par comprendre Socrate, c'est que ce qui le rend beaucoup plus philosophe que tous les autres, ce qui le rend beaucoup plus sachant que tous les autres, c'est que lui, Socrate, il est conscient et au courant qu'il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il sait, ça c'est une évidence, c'est une lapalissade, mais il sait aussi toutes les choses qu'il ne sait pas. Et l'instruction commence par savoir ce qu'on ne sait pas. Parce que quand on croit savoir, eh bien finalement, on n'apprend jamais. Et on reste sur des certitudes qui au final se font passer pour des savoirs, mais qui en réalité ne sont rien. Et donc c'est pour ça que eh bien, ce fameux dieu a dit en tout cas à Socrate qu'il était le plus philosophe. Et en fait, c'est dans cette quête-là que Socrate est parti interroger tous les puissants de sa ville, sauf qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis à Athènes parmi les puissants. Et nous dit-il, eh bien c'est déjà une grande partie de ses accusateurs et c'est une grande partie des raisons qui l'ont conduit au procès auquel il fait face. Et ensuite Socrate nous dit qu'il y a une deuxième catégorie d'accusateurs auxquels il doit faire face, c'est évidemment ceux qui l'accusent dans le procès auquel il fait face là tout de suite. Et donc il essaye de vérifier en fait eh bien si les accusateurs qui sont devant lui, en l'occurrence l'accusateur principal qui est Mélétos, s'il est honnête dans son accusation et s'il croit véritablement eh bien, à cette accusation. Et donc Mélétos lui reproche principalement d'être la personne qui corrompt la jeunesse. Et donc Socrate a une défense que je trouve intéressante, c'est que déjà dans un premier temps, il commence par interroger Mélétos sur quelque chose, enfin sur une chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est-à-dire qu'il dit à Mélétos, en gros, tu m'accuses de corrompre la jeunesse. Donc ça veut dire que si tu m'accuses de corrompre la jeunesse, ça veut dire que l'instruction de la jeunesse et le bien-être de la jeunesse est un sujet qui est important pour toi. Et là Mélétos répond, oui évidemment, c'est un sujet qui est majeur pour moi, un sujet très important, très intéressant. Et Socrate dit, puisque le sort de la jeunesse et ce qui est pour toi le plus intéressant, à tel point que tu es dû me produire ici devant ce tribunal, parce que selon toi je corromps la jeunesse, qui est le plus apte dans la cité d'Athènes, eh bien à élever, à faire grandir et à instruire cette jeunesse? Et là, eh bien, il crée un grand malaise Socrate parce que Mélétos ne sait pas lui répondre en fait. Et ce que montre ici Socrate, c'est que Mélétos accuse Socrate parce qu'il n'aime pas Socrate et non pas parce qu'il se soucie de la jeunesse. Et donc je trouve que eh bien, cette démonstration est vraiment intéressante parce que Socrate aurait pu dire non, tu mens, tu dis n'importe quoi, je ne corromps pas la jeunesse, et ils auraient pu en fait avoir un débat sur ce que véritablement fait Socrate et sur ce qu'il ne fait pas ou ce qu'on prétend qu'il fait, et puis ça aurait été en fait quelque chose d'assez stérile rapidement parce que ça aurait été la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et finalement il décide de passer un petit peu comme une anguille, ce filou de Socrate, et à demander à Mélétos voilà, d'interroger en vérité sa conviction réelle pour voir si véritablement Mélétos est intéressé par le sort de la jeunesse. Et on voit par sa réponse que clairement il n'est pas intéressé par le sort de la jeunesse, et donc Socrate en conclut que eh bien, Mélétos m'accuse non pas parce qu'il se soucie de la jeunesse, mais il m'accuse parce qu'il a envie de me nuire. Et puis il y a aussi un autre élément dans la rhétorique de Socrate quand il se défend, c'est tout simplement de dire: est-ce que quelqu'un qui fait du mal à ses proches ne se fait pas du mal à lui-même? Et donc Mélétos répond, si évidemment, parce que quand on fait du mal à nos proches et à ceux qui sont autour de nous, eh bien ces personnes en fait vont s'amoindrir, et donc du coup ils vont avoir envie, s'ils se rendent compte qu'on leur a fait du mal exprès, ils vont avoir envie de se venger, et s'ils se rendent compte qu'on leur a fait du mal mais sans le faire exprès, eh bien ils vont en faire des parfaits abrutis, ou ils vont en faire des personnes qui vont avoir envie, je l'ai dit, de se venger. Et donc par cette rhétorique et par cette explication, eh bien Socrate explique qu'on ne peut pas faire du mal selon lui. Quand on est une bonne personne, on ne peut pas faire du mal de manière consciente. Donc il explique qu'il ne peut pas faire du mal à la jeunesse et il ne peut pas corrompre la jeunesse d'une manière consciente, parce que ce serait selon lui intellectuellement idiot et ce serait pas logique. Or Socrate pense être quelqu'un de logique, et d'ailleurs c'est ce qu'il affirme, et donc il ne peut pas
quand bien même ce serait vrai qu'il corrompt la jeunesse, eh bien il ne peut pas corrompre en fait la jeunesse exprès. Et donc s'il ne fait pas exprès, il n'a rien à faire devant un tribunal. Mélétos aurait dû venir vers Socrate et lui dire, voilà, peut-être que tu devrais faire autrement avec la jeunesse, peut-être que tu devrais arrêter de faire ce que tu fais parce que je pense que tu corromps la jeunesse, et il aurait dû lui expliquer, lui montrer en quoi il corrompt la jeunesse, plutôt que de le produire devant un tribunal, comme si Socrate faisait exprès de corrompre la jeunesse, puisqu'il lui a montré que, eh bien, ça n'est même pas dans son propre intérêt à lui de corrompre la jeunesse, surtout qu'il y a un élément important que j'ai oublié de vous dire, c'est que Socrate, contrairement à beaucoup de sachants d'Athènes, à l'époque, c'était très à la mode de se faire payer pour éduquer ou pour instruire ou pour être le précepteur d'un enfant. Eh bien, Socrate, lui, attirait la jeunesse autour de lui, mais il ne demandait pas un sou. Socrate était quelqu'un qui vivait d'une manière extrêmement humble et avec très peu d'argent. Et puis arrive le moment où Socrate explique que, eh bien, il a vu devant ce tribunal beaucoup de gens venir et se comporter comme des lâches. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui paraissent forts dans la cité, qui voilà se donnent de grands airs, font les hommes solides, et une fois arrivés devant le tribunal, eh bien finalement ils se mettent à pleurer, ils se mettent à gémir, ils se mettent à implorer les juges. Et Socrate explique qu'il ne fera pas cela lui, parce que selon lui, si jamais il faisait ça, même s'il était accusé à tort, et même si ça pouvait infléchir la décision des juges, eh bien de les implorer et de leur être agréable, eh bien Socrate se dit dit à tout le monde qu'il ne s'abaissera pas à ça, parce que même s'il était accusé à tort et même s'il était condamné à tort, eh bien il ne voudrait pas montrer l'image d'un homme faible, d'un homme qui a trahi ses convictions et d'un homme qui s'est comporté d'une telle manière dans la cité et qui se comporte d'une autre manière devant un tribunal. Finalement, Socrate est condamné, en tout cas il est jugé coupable d'une courte tête par les juges d'Athènes, et donc eh bien, les juges demandent à Socrate, selon lui, eh bien, qu'est-ce qu'il mérite en fait? Qu'est-ce qu'il mérite comme punition? Qu'est-ce qu'il mérite comme châtiment? Et là, Socrate va faire preuve d'arrogance, ce qui va fâcher les juges. C'est que Socrate va dire, eh bien au final, moi, toute ma vie, je n'ai demandé d'argent à personne, je n'ai fait qu'interroger les certitudes des gens, je n'ai fait qu'interroger ce que les gens croyaient savoir, je n'ai fait que réfléchir en commun, je n'ai fait qu'essayer d'élever l'intellect des gens, tout simplement en essayant de voir ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne savaient pas. Et donc Socrate va dire à ses juges, véritablement il va avoir le toupet de dire à ses juges que ce qu'il mériterait, c'est tout simplement que la cité d'Athènes le paye pour ce qu'il fait et lui donne en fait le gîte et le couvert pour tout ce qu'il fait, et que ça devrait être ça en réalité, sa véritable la punition qu'il devrait subir en fait. Son seul châtiment, eh bien, ça devrait être que la cité devrait le prendre en charge pour tous les loyaux services qu'il a donnés à la cité. Alors il faut rappeler que au moment de ce jugement, eh bien, au moment de ce procès, Socrate a un peu plus de 80 ans. Enfin bref, c'est une personne âgée. Et donc il nous dit aussi que, eh bien, de toute façon, si jamais on veut le condamner à mort, il n'a pas d'intérêt en fait à gémir et à essayer de quémander en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien qu'on ne le tue pas, parce que de toute façon il ne sait même pas, ne connaissant pas la mort en fait, il ne sait même pas si la mort c'est mieux ou c'est moins bien que ce qu'on lui propose ici dans cette vie. Et il dit que de toute façon, ça n'est pas très pertinent en fait de le condamner à mort vu son âge, parce que eh bien la vie se chargera bientôt de lui donner la mort. Et en fait, les juges ne vont pas aimer en fait le moment où Socrate dit que, eh bien, pour seule sentence, pour seule punition, pour seul châtiment, eh bien, il ne mériterait que d'être payé par les Athéniens et d'avoir le gîte et le couvert. Et donc, du coup, les juges vont condamner Socrate à boire la ciguë, pardon. Et en fait, la ciguë, c'est un poison, et Socrate va être condamné à boire ce poison et à se donner la mort lui-même, et donc Socrate est condamné à mort. Voilà, donc tu l'as compris, eh bien j'ai beaucoup aimé l'apologie de Socrate. Je trouve qu'encore une fois Socrate donne de bonnes leçons dans la manière dont il fait face aux accusations, de la manière dont il répond aux gens. Je t'avais parlé justement de Socrate dans le Gorgias, également écrit par Platon, et dans le Protagoras. Dans le Protagoras, eh bien, Socrate fait face aux sophistes et il répond au prince des sophistes qu'est Protagoras. Et dans le Gorgias de Platon, toujours, eh bien, Socrate fait face à Gorgias qui est lui là pour éduquer les enfants et qui fait payer pour donner de l'instruction à tous les enfants de bonne famille dans Athènes. Et justement, eh bien, Socrate montre à quel point Gorgias ne sait pas grand-chose et qu'il fait payer pour pas grand-chose en réalité.
Et donc là encore, eh bien, dans l'apologie de Socrate, eh bien, on a affaire à un Socrate qui se défend, qui véritablement impose à ses détracteurs, impose à ses accusateurs, eh bien, une rhétorique et une manière de se défendre qui est extrêmement lourde, je pense, extrêmement intéressante pour nous aujourd'hui. Et on ne sait pas si Socrate a véritablement été condamné au-delà du récit que nous en fait Platon, mais si jamais Socrate a été condamné, c'est vraisemblablement au vu de ce qu'il y a dans cette œuvre de Platon, parce qu'il a été arrogant et qu'il a refusé de baisser la tête et de se soumettre aux juges auxquels il a fait face, et qu'il a refusé de se soumettre aux gens qui l'accusaient et qui lui faisaient face. Parce que véritablement, je pense que Socrate avait quand même de quoi convaincre, et sa rhétorique était extrêmement convaincante, même si justement ça n'est pas que de la rhétorique, et le mot est important quand on parle de Socrate. Alors dans ce texte, en fait, Socrate va entrer en débat avec Criton, parce que Criton, en fait, vient voir Socrate en prison, après qu'il ait été condamné. On a vu ça dans l'apologie de Socrate. Et donc Criton arrive en prison et propose, en fait, à Socrate, de l'aider à s'enfuir. Il en a les moyens financiers. Il a également trouvé un asile pour que Socrate puisse continuer sa vie dans la tranquillité et sans avoir à faire face à sa condamnation. Et donc, là, va s'engager un débat entre Criton, qui est un riche ami de Socrate, et Socrate, qui est en prison, et qui réfléchit avec Criton s'il est juste, s'il est bon, s'il est, pertinent, s'il est raisonnable de s'enfuir et de fuir la condamnation à laquelle doit faire face Socrate, après avoir été condamné par le tribunal d'Athènes, je le rappelle, pour athéisme et pour corruption de la jeunesse. Alors, le texte commence, Criton arrive en prison et donc il dit à Socrate: écoute Socrate, j'ai le moyen de te faire fuir, j'ai les moyens de te trouver un asile, comme je l'ai dit juste avant, et de faire en sorte que tu puisses vivre. Et moi je t'encourage vivement à fuir, lui dit Criton, tout simplement parce que tu vas pouvoir continuer à philosopher, tu vas pouvoir également t'occuper de tes enfants, tu vas pouvoir élever tes enfants, ce sont des choses qui ne sont pas rien et qui sont quand même des choses importantes. Donc voilà, tu vas pouvoir fuir ta condamnation, Socrate. Et d'ailleurs, Criton utilise un autre argument, c'est que tout le monde sait que je suis riche, nous dit Criton, et tout le monde sait qu'en fait j'ai les moyens de te faire fuir et que je suis ton ami. Et en fait la multitude ne comprendrait pas en fait que je n'essaie pas de te faire fuir parce que j'en ai les moyens. Et du coup on pourrait mal me juger parce que je ne te suis pas venu en aide. Et donc là le débat commence entre Criton et Socrate. Socrate commence par dire que éventuellement il peut fuir, mais avant ça ils doivent avoir un débat, et en fait Criton doit arriver à convaincre Socrate pour que Socrate en fait décide de s'enfuir avec Criton. Et donc Socrate commence le débat comme ça. Il commence déjà par dire que c'est un petit peu désavantageux en fait de suivre l'avis, l'opinion de la multitude. Et il argumente en ce sens, Socrate, en nous disant que si par exemple on est un gymnaste et que on est un gymnaste performant, on va écouter d'abord son maître en gymnastique qui va nous dire quels gestes nous devons faire, et puis on va écouter également son médecin pour qu'il nous dise comment prendre soin de notre corps. Et si on écoute ce maître en gymnastique et si on écoute le médecin, il y a de grandes chances qu'on soit très très bon en gymnastique et en plus qu'on prenne soin de notre corps en même temps. Et Socrate nous dit, si jamais on arrête d'écouter le médecin et notre maître en gymnastique et qu'à la place on écoute l'avis, les opinions de la multitude, c'est-à-dire de la foule, et de cette foule en fait qui est ignorante des choses de la gymnastique et des choses de la médecine et du soin du corps, on va non seulement devenir mauvais en gymnastique, mais on va également gâcher son corps et on va se blesser. Ce que veut nous montrer par là Socrate, c'est tout simplement qu'en fait, on ne doit pas écouter l'avis de la multitude, on ne doit pas écouter l'avis de la foule, qui se prononce et qui émet des opinions sur des choses dont elle ne sait rien. Ce qu'il faut, c'est surtout écouter les gens qui ont des compétences dans tel ou tel domaine. Si vous voulez savoir si une chose est juste ou injuste, écoutez quelqu'un qui est pertinent à parler de justice et quelqu'un qui a travaillé sur cette notion de justice. Si vous voulez savoir ce qu'il est bien de faire et ce qu'il est mal de faire, essayez de parler avec un philosophe. Si vous voulez savoir comment prendre soin de votre santé, parlez avec un médecin. Vous ne pouvez pas suivre l'avis de la foule, etc. Vous avez compris. Donc c'est le premier argument que livre Socrate à Criton en lui disant, en gros, l'opinion de la multitude, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant pour nous.
nous, ce qui compte en fait, c'est que nous deux, qui avons débattu et qui avons fait profession de philosophie depuis très longtemps, eh bien c'est que nous débattions sur ce qu'il est juste ou injuste de faire et sur ce qu'il est raisonnable ou pas raisonnable de faire. Et seule la raison, eh bien, nous montrera quel est le bon comportement et quelle est la bonne opinion, à savoir, est-ce que Socrate doit s'enfuir, oui ou non. Et donc, eh bien, Criton acquiesce et explique que, bah oui, effectivement, Socrate a raison, il ne faut pas écouter l'avis de la multitude, il faut écouter tout simplement eh bien, la rationalité et la justice. Et donc Criton lui dit, bon bah voilà, on va quand même écouter notre opinion à nous, on va essayer de débattre, mais il faudrait vraiment que tu fuis pour t'occuper de ta femme, t'occuper de tes enfants, continuer à débattre avec tes amis. Il revient sur ses arguments. Et Socrate là explique que toute sa vie, en fait, Socrate a enseigné qu'il ne fallait pas répondre à l'injustice par l'injustice et que quand bien même il a été injustement condamné par le tribunal d'Athènes, eh bien, il ne doit pas répondre à l'injustice par l'injustice. C'est néfaste, en fait. Ce sont des choses qu'il a expliquées dans d'autres textes dont on parlera plus tard. Mais en tout cas, là, c'est un argument qu'il reprend et il dit, Criton, nous, ensemble, nous avons déjà convenu plus tôt dans notre vie qu'il ne faut pas répondre à l'injustice par l'injustice. Au surplus, il nous dit que, eh bien, si nous n'obéissons pas en fait aux lois de notre État, eh bien c'est affaiblir notre État, parce que un État dont personne ne respecte les règles et dont les gens se défient des condamnations, eh bien n'est plus un État fort. Et Socrate a véritablement, en plus, un profond respect pour son État, en l'occurrence pour Athènes. Et puis Socrate a enseigné également toute sa vie qu'il fallait mettre au-dessus de tout la justice, la vertu et l'obéissance aux lois. Et Socrate nous dit qu'il faut toujours obéir à son État, parce que sinon on va affaiblir les lois de son État, et par là on va affaiblir son État, quand bien même cet État est injuste. Socrate nous dit quand même que, eh bien, il y a moyen d'essayer de persuader son État qu'il se trompe, et il faut utiliser ces moyens de la persuasion. Mais si véritablement on n'arrive pas à persuader son État qu'il est injuste et qu'il s'est trompé quant à une condamnation, ici en l'occurrence la condamnation de Socrate, eh bien on doit obéir aux lois parce qu'on ne veut pas affaiblir en fait son État. Et pourquoi on ne veut pas affaiblir son État ? Eh bien tout simplement, nous dit Socrate, alors c'est assez original la manière dont il démontre ça, en fait, Socrate à un moment imagine en fait un dialogue entre lui et les lois d'Athènes. Il personnifie les lois d'Athènes. Et il commence comme ça en disant, mais imagine que les lois d'Athènes me disent, voilà, Socrate, est-ce qu'il te paraît juste en fait de répondre à éventuellement une injustice ponctuelle que nous te faisons subir par l'injustice, alors que nous, les lois, nous sommes celles qui ont fait qu'en fait tes parents vivent dans la sécurité, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent avoir une vie tranquille, qu'ils puissent donc te concevoir, que tu arrives au monde dans une cité, dans un état tranquille, que tu puisses être instruit, être éduqué, vivre parmi quelques philosophes, avoir la sécurité à ton tour, avoir la tranquillité, obéir à des lois qui sont là pour ton bien-être. En gros, tu es le fils de cet État, tu es le fils d'Athènes et tout ce que tu as, tu nous le dois. Et si on te demande de partir à la guerre, si on te demande d'aller mourir pour nous, si on te demande d'être blessé pour nous, eh bien tu vas devoir le faire parce que sinon ça veut dire que tu es un injuste et un ingrat et que tu ne comprends pas qu'en fait, eh bien la vie que tu as et tout ce que tu vis aujourd'hui et tout ce que tu as aujourd'hui, tu le dois à Athènes, tu le dois à ton État et tu le dois aux lois que nous sommes. Et Socrate, eh bien, répond effectivement que dans ce dialogue imaginaire, il répond qu'effectivement, eh bien, il ne peut pas manquer de respect aux lois parce qu'encore une fois, il ne veut pas affaiblir son État, et puis parce qu'il ne veut pas être ingrat et injuste envers son État, parce que son État lui a beaucoup donné, son État a fait, en fait, de sa vie ce qu'elle a été en grande partie, elle a fait de Socrate aussi en grande partie ce qu'il a été, et en échange, Socrate est parti déjà faire la guerre pour son État, mais Socrate répète et comment dire, et insiste sur le fait que si notre État nous demande de partir à la guerre pour le défendre, d'être blessé ou d'être tué pour lui, on doit le faire. Et que si jamais notre État, il lui arrive parfois d'être injuste avec nous, eh bien pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il a fait pour nous, eh bien nous devons subir cette injustice sans répondre à cette injustice par l'injustice. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, je trouve, dans ce court texte du Criton, parce que c'est vraiment un court texte, mais c'est vraiment le fait que Socrate explique à quel point on doit être des citoyens non ingrats, c'est-à-dire des gens qui sont véritablement reconnaissant à notre État de tout ce qu'il nous a donné. Et c'est
à cause de cette reconnaissance, à cause du fait que Socrate ne veut pas répondre à l'injustice par l'injustice, et aussi à cause du fait que Socrate a enseigné que les lois d'un État et la vertu et la justice sont au-dessus de tout, eh bien c'est pour ces raisons que Socrate ne veut pas s'enfuir et qu'il répondra à Criton eh bien qu'il subira sa condamnation, qu'il fera face avec responsabilité à sa condamnation, mais que malheureusement il ne s'enfuira pas et qu'il ne partira pas avec Criton dans une autre ville pour fuir sa condamnation. Et en fait, dans le Phédon, eh bien, Platon va nous raconter en fait un échange philosophique qu'il y a eu entre Socrate, Cébès et Simmias et quelques autres protagonistes juste avant la mort de Socrate, parce que Socrate, on l'a vu dans la vidéo que je vous ai fait sur l'apologie de Socrate, Socrate a été condamné par le tribunal athénien pour athéisme et pour corruption de la jeunesse. Socrate accepte donc la condamnation, et la condamnation est une condamnation à mort, on le voit à la fin de l'apologie de Socrate, et Socrate doit boire la ciguë. Mais avant qu'il y ait exécution de la condamnation, eh bien Socrate va avoir un dernier débat philosophique sur l'immortalité de l'âme, sur la mort et sur ce qui advient de l'âme après la mort. Et en fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en étudiant et en résumant le Phédon de Platon. Et donc en fait, ce livre s'appelle Le Phédon, tout simplement parce que c'est Phédon qui va retranscrire, parce qu'il était là, qui va retranscrire ce dernier débat philosophique de Socrate avant que Socrate ne boive la ciguë et ne meure. Alors, le début du livre commence ainsi. Dans un premier temps, les amis qui sont autour de Socrate demandent à Socrate comment il peut s'approcher de la mort avec autant de sérénité. C'est-à-dire qu'on voit que Socrate n'a pas peur de mourir. Et en fait, Socrate leur explique que bien le vrai philosophe, et donc Socrate, c'est ce qu'il a souhaité faire, le vrai philosophe comprend assez rapidement que pour comprendre véritablement les choses du monde et pour atteindre la sagesse et la connaissance, eh bien il faut se délester des désirs et des choses du corps, le plus possible. Alors évidemment, il faut garder son corps en vie, sinon on meurt, mais je veux dire, mis à part ce qu'on est obligé de faire pour garder le corps en vie, eh bien, il faut éviter, nous dit Socrate, que l'âme commerce avec le corps. Parce que le corps, avec ses désirs, avec ses sens qui nous troublent et qui nous trompent, eh bien, nous n'arrivons pas à atteindre la sagesse et à voir les vérités en ce monde. Il n'y a, selon Socrate, que l'âme qui soit capable de cela, et encore quand elle n'est pas troublée par les souillures du corps. Parce que pour Socrate, le corps est une véritable souillure pour l'âme, si l'âme entre trop, nous dit-il, en commerce avec le corps. Y a-t-il rien de plus rigoureux que de penser avec la pensée toute seule, dégagée de tout élément étranger et sensible, d'appliquer immédiatement la pure essence de la pensée en elle-même à la recherche de la pure essence de chaque chose en soi, sans le ministère des yeux et des oreilles, sans aucune intervention du corps qui ne fait que troubler l'âme et l'empêcher de trouver la sagesse et la vérité, pour peu qu'elle l'ait avec lui le moindre commerce. Si l'on peut jamais parvenir à connaître l'essence des choses, n'est-ce pas par ce moyen ? De ce principe, ne s'ensuit-il pas nécessairement que les véritables philosophes doivent penser et même se dire entre eux « Il n'y a qu'un sentier détourné qui puisse guider la raison dans ses recherches. Car tant que nous aurons notre corps et que notre âme sera enchaînée dans cette corruption, jamais nous ne posséderons l'objet de nos désirs, c'est-à-dire la vérité. En effet, le corps nous entoure de 1000 gènes par la nécessité où nous sommes d'en prendre soin. Avec cela, les maladies qui surviennent traversent nos recherches. Il nous remplit d'amour, de désirs, de craintes, de 1000 chimères, de 1000 sottises, de manière qu'en vérité il ne nous laisse pas, comme on dit, une heure de sagesse. Car qui est-ce qui fait naître les guerres, les séditions, les combats? Le corps et ses passions. Et donc, Socrate explique que si le philosophe passe sa vie à se méfier du corps et à faire en sorte que l'âme ait le moins de commerce possible avec le corps et le moins d'interaction possible avec le corps, eh bien il serait bizarre que le philosophe, lorsqu'il approche de la mort, c'est-à-dire la mort c'est le détachement, la séparation entre l'âme et le corps, eh bien il serait bizarre que le philosophe ne soit pas content ou soit troublé par ce moment-là. Au contraire, le philosophe passe son temps à se préparer à la mort et le philosophe passe son temps à essayer de vivre sans céder aux désirs, aux plaisirs et aux desiderata du corps.
Et donc, Socrate pense que la vérité et la sagesse n'est atteignable que par l'âme quand elle n'est point troublée, je le répète. Et donc, lors de la mort, le corps est séparé de l'âme, et donc l'âme pourra, en effet, maintenant, à partir du moment où elle est séparée du corps, eh bien s'adonner à la sagesse et s'adonner à la recherche de vérité vraie. Dans le Phédon, Socrate est en discussion avec Simmias et avec Sébès. Et donc Simmias et Sébès, eh bien, formulent à Socrate quelques questions quand même. C'est-à-dire que ce que dit Socrate de la séparation du corps et de l'âme est intéressant, mais ça n'est intéressant que si on est sûr que l'âme survit après la mort du corps. Et donc, Sébès et Simmias vont demander à Socrate de démontrer que l'âme est immortelle. Et là, ça devient un petit peu compliqué, et Socrate va quand même faire une démonstration où il va expliquer pourquoi l'âme est immortelle. Il va expliquer que l'âme porte en elle-même en fait la vie, et que l'âme n'apporte que la vie, et que chaque chose en ce monde naît de son contraire. Il prend par exemple la veille et le sommeil, et il nous explique qu'il y a un processus entre la veille et le sommeil. Il nous explique que pour passer de la veille au sommeil, eh bien, il y a l'assoupissement, et pour passer du sommeil à la veille, il y a le réveil. Et il nous dit qu'il en est de même pour la vie et la mort, et qu'il y a un processus entre les deux. Mais il nous dit que la veille ne peut jamais être le sommeil, et que le sommeil ne peut jamais être la veille. Et donc, que si chaque chose naît de son contraire, c'est une opinion majoritairement acceptée à l'époque de Socrate, et donc si chaque chose naît de son contraire, eh bien chaque chose ne peut pas devenir son contraire. Et donc si l'âme apporte toujours avec elle la vie, elle ne peut pas apporter la mort. Chaque fois que quelque chose est vivant, c'est qu'il y a une âme à l'intérieur. C'est l'âme qui insuffle la vie pour Socrate, et donc l'âme amène toujours la vie. Donc l'âme ne peut pas être la mort. Et comment appelle-t-on quelque chose qui n'apporte que la vie et qui ne connaît point la mort? Eh bien c'est quelque chose qui est immortel. Alors la démonstration est un peu plus complexe que cela, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans les faits, et c'est à la conclusion à laquelle on arrive quand on lit Socrate sur ce développement-là. Et puis, Sébès, lui, va formuler un questionnement différent. Il va dire, oui, l'âme qui est divine dure peut-être plus longtemps que le corps. C'est-à-dire que, bien effectivement, peut-être qu'après la mort, l'âme survit et qu'elle revient dans les êtres pour donner vie à un autre corps et à un autre être. Peut-être. Mais peut-être aussi que l'âme, au bout de quelques vies, c'est-à-dire de 2, 3, 4, 5, que sais-je, 10 vies, eh bien peut-être que l'âme meurt avec le dernier corps. Et là, Socrate va répondre également à cette question par un développement où il va expliquer que, eh bien, ça n'est pas possible, tout simplement parce que, eh bien, l'âme, je le répète, ne connaît pas en fait la mort. L'âme, c'est quelque chose qui est immortel, et donc elle ne peut pas avoir en fait d'usure, et elle ne peut pas mourir avec le corps à un moment précis, à un moment donné. Et donc tout le long du livre, en fait, comme ça, Socrate va expliquer, eh bien, comment il sait, comment il est persuadé, comment il est sûr, eh bien, que l'âme ne meurt pas, et comment il est sûr que, eh bien, le détachement de l'âme et du corps sera un moment qui pour lui sera positif, et qu'après la mort de son corps, eh bien, il pourra atteindre la philosophie, la sagesse, et donc il pourra comprendre les vérités de ce monde, parce que pour Socrate, les vérités de ce monde sont les choses qui sont immuables, comme l'âme. C'est-à-dire qu'il nous dit, il y a des choses en fait qui sont périssables, et ces choses sont toujours matérielles. Il prend comme exemple évidemment le corps de l'homme qui est périssable, mais on peut prendre plein de choses dans la nature, une fleur, un arbre, etc. Tout cela est périssable. Mais si on prend des concepts qui sont immatériels et des concepts invisibles, comme la liberté, comme l'égalité, comme la justice, la sagesse, ces choses-là ne vieillissent pas, ces choses-là sont immortelles. Et Socrate nous dit qu'il en est de même de l'âme. L'âme est de cette catégorie de choses, c'est le monde des idées en fait pour Socrate, hein, c'est sa fameuse théorie autour du monde des idées, et donc il nous dit que l'âme fait partie de cette catégorie de choses en fait qui ne meurt pas, qui ne vieillit pas, qui ne s'altère pas comme les choses matérielles en ce monde. Et donc à la fin du livre, eh bien, Socrate
va nous expliquer en fait, mais là on est dans la spéculation la plus pure, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais Socrate nous explique eh bien, le chemin que parcourt selon lui l'âme après la mort. Donc voilà, il y a ceux qui ont été injustes mais qui sont pardonnables, qui vont dans l'Hadès, qui ressortent au bout d'un moment parce que finalement ils ont payé leurs dettes, et puis il y a ceux qui... Donc voilà, on est dans des conceptions en fait très monothéistes en fait, hein, c'est-à-dire que on a l'impression que les monothéismes se sont calés en fait sur ce que Platon disait de l'Hadès qui est l'enfer, et ce que Platon disait également du purgatoire, même si lui appelait pas ça le purgatoire, il disait qu'on devait rester quelque temps dans l'Hadès, payer sa dette et puis ressortir. Puis il disait aussi qu'il y a des gens qui ont été tellement criminels, tellement méchants qu'en fait on ne peut plus rien faire pour eux et qu'ils resteront dans l'Hadès, donc dans l'enfer, et que c'est leur place et que leur âme y siégera pour l'éternité. Et que donc il y a des gens qui sont justes et qui sont purs comme lui, qui se sont adonnés à la philosophie, qui ont essayé de se détacher des passions du corps, et qui sont des âmes pures et non souillées, et qui justement, eh bien, elles n'iront jamais dans l'Hadès et iront dans un coin de paradis où elles vivront d'une manière également immortelle. Donc ça c'est intéressant. Parce que véritablement, en fait, dans le Phédon, on voit plusieurs choses. On voit déjà la théorie des idées et des formes de Platon. Moi je découvre, hein, parce que voilà, j'ai lu quelques œuvres de Platon que je vous ai présentées, hein. J'ai lu le Gorgias, le Protagoras, j'ai lu également l'Apologie de Socrate, et je vous ai fait des vidéos à chaque fois. Mais on n'a jamais véritablement, on n'est pas rentré en fait dans cette fameuse théorie des idées et cette théorie des formes que nous propose Socrate, et que nous propose du coup Platon par Socrate. Et donc j'ai trouvé ça en fait hyper intéressant dans le Phédon. Parce que véritablement, on voit qu'il y a pour Socrate eh bien, une scission entre le monde des idées, comme je vous l'ai montré, et le monde de la matière qui, lui, contrairement aux idées, est périssable, souillable, voilà, corrompu en fait, intrinsèquement corrompu, j'ai envie de dire. Selon Socrate, on voit que le monde de la matière est intrinsèquement corrompu, alors que le monde des idées est immortel et incorruptible, pour peu qu'il se tienne à l'écart en fait du corps, parce que entre l'âme et le corps, eh bien, il y a un point de jonction entre le monde des idées et le monde de la matière. Et ça, c'était hyper intéressant. Et puis donc à la fin du Phédon, quand même, pour terminer l'histoire, et bien à la fin du Phédon, eh bien on voit Socrate en fait qui s'approche vers la mort d'une manière extrêmement apaisée, et donc eh bien un esclave vient lui donner la ciguë, qui est un poison en fait, et qui va devoir être bu par Socrate, et donc il va prendre le poison, il va boire le poison d'une manière tout à fait apaisée, et donc le poison va se répandre dans son corps, et le corps de Socrate va devenir de plus en plus froid, d'une manière voilà, extrêmement lente, et Socrate va mourir tranquillement comme ça, d'une manière apaisée. Et c'est assez choquant et triste parce que tous ses amis autour eh bien, se disent qu'ils ne pourront plus jamais débattre avec Socrate, et que eh bien, c'est quelqu'un de valeur qu'ils perdent. Mais en même temps, c'est assez étrange en fait comme sentiment à la fin du livre, parce que Socrate va vraiment vers la mort d'une manière confiante et apaisée, et il meurt en fait vraiment comme un être confiant et apaisé, et sûr d'aller vers un endroit qui sera pour lui bien meilleur que la vie ici sur Terre. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement du Phédon, en tout cas ce qui moi m'a marqué dans le Phédon. Je te conseille évidemment à la lecture ce livre, comme à chaque fois, pour peu qu'on fasse un petit peu d'effort si on n'est pas habitué à la philosophie, honnêtement c'est vraiment un livre qui n'est pas compliqué à lire. Faut quand même être concentré quand on lit ça, parce qu'il y a quand même des développements qui parfois nécessitent un peu de concentration, tout simplement parce que ce sont des développements qui sont un peu profonds, et c'est souvent comme ça avec Socrate, et là bah, ça ne fait pas exception dans le Phédon. Donc voilà, c'est un livre que je te conseille à la lecture, qui est vraiment intéressant, dont je t'ai donné les points centraux là ici rapidement en vidéo, mais va suivre en fait une vidéo un petit peu plus complète que je ferai après celle-ci, où je te parlerai en fait plus précisément de ce qu'on trouve dans le Phédon. Je te ferai ça en version podcast, comme ça ce sera beaucoup plus détaillé, on va rentrer dans le détail du Phédon, et comme ça tu pourras comprendre en fait quels sont précisément les développements dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésite pas également à partager la vidéo. Moi je te dis à très bientôt pour un nouveau résumé de livre ou une nouvelle présentation d'un auteur ou de concept. À très vite, au revoir.